Et coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo donc d'anatomie. Donc dans la première on a parlé, donc on a commencé à introduire un petit peu l'anatomie et à parler donc des généralités en ostéologie. Là, dans cette vidéo, on va parler donc de appareil circulatoire donc qui fait partie des principaux systèmes. Pourquoi ma souris? Je n'ai plus de souris. Si, c'est bon. Donc, des principaux systèmes. Dans une troisième vidéo, donc, Hélène vous présentera donc l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. Et enfin, donc, dans une vidéo que vous pourrez retrouver en fin de semaine, je vous présenterai donc le système nerveux donc, qui ne sera pas à la colle de PR, puisque vous l'aurez vraiment en fin de semaine, donc avec pas forcément la possibilité de visionner la vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer avec donc l'appareil circulatoire. Donc l'appareil circulatoire va signifier en fait l'ensemble des structures et des organes qui vont participer à la circulation donc du sang dans l'organisme. Donc comme vous le savez, au centre de cet appareil circulatoire, il va y avoir donc le cœur que vous pouvez voir donc juste ici. Le cœur donc ou cette pompe cardiaque va être divisé donc en deux moitiés par un septum que vous pouvez voir juste là, qui va diviser le cœur en une moitié droite, représentée donc par les légendes 1, 2 juste là, et une moitié gauche, représentée donc par les légendes 3 et 4 juste ici. Donc chacune de ces moitiés va être elle-même divisée donc en deux parties, l'atrium, donc ou oreillette ou auricule selon les nomenclatures, donc représenté par les légendes 1 et 4, donc atrium droit et atrium gauche, et ensuite donc en ventricule, donc ventricule droit et ventricule gauche. Donc la circulation va elle-même être divisée donc en deux circulations. On va avoir donc la petite circulation et la grande circulation. Pour commencer avec la petite circulation, euh, on va avoir donc le sang veineux désoxygéné qui va donc revenir au cœur donc par les veines et qui va arriver donc au niveau de la légende numéro 1 ici qui est donc l'atrium droit. L'atrium droit va ensuite donc passer son sang désoxygéné au ventricule droit, donc numéro 2, juste ici, qui va lui-même ensuite expulser ce sang désoxygéné au niveau du tronc artériel pulmonaire. Alors pourquoi j'appelle ça un tronc artériel alors qu'il a du sang désoxygéné? C'est parce que en fait, les termes d'artériel et de veineux ne dépendent pas du niveau d'oxygénation du sang. On va appeler artère un vaisseau donc qui va transporter du sang qui s'éloigne du cœur, donc comme par exemple l'aorte juste ici, ou encore le tronc artériel pulmonaire et les artères pulmonaires que vous pouvez voir juste là. Et on va appeler donc une veine un vaisseau donc qui va ramener le sang donc au cœur. Et ça c'est une notion donc très importante avec donc de nombreux pièges récurrents. Donc ce tronc artériel pulmonaire va ensuite se diviser en deux branches, donc une artère pulmonaire gauche et une artère pulmonaire droite, avec ensuite de nombreuses autres ramifications, jusqu'à arriver donc au niveau des capillaires donc qui vont se trouver au niveau de vos alvéoles pulmonaires et au niveau duquel il va y avoir donc des échanges gazeux. À ce niveau-là, donc le sang va se voir enrichi en oxygène et tandis que donc le dioxyde de carbone va tendre donc à le quitter. On va donc avoir un sang qui reçoit donc de l'oxygène et qui perd du dioxyde de carbone. Ce sang oxygéné va ensuite être ramené au niveau de la moitié gauche du cœur par les veines pulmonaires puisqu'elles ramènent le sang au niveau de l'atrium gauche juste ici. Et l'atrium gauche va marquer donc la fin de la petite circulation et le début de la grande circulation. Donc cette petite circulation va avoir donc pour rôle, comme vous avez pu le comprendre, l'oxygénation du sang. Oxygénation du sang qu'on appelle également en termes scientifiques donc l'hématose. Ensuite, donc le sang oxygéné va quitter cet atrium gauche pour se retrouver dans le ventricule gauche juste ici donc au niveau de 3. Ce ventricule gauche va ensuite donc marquer pareil le début de la grande circulation avec du sang oxygéné qui va donc le quitter au moment de la contraction pour entrer donc dans l'aorte. Puis l'aorte ensuite emprunter ses différentes branches de ramification, ses terminales, ses collatérales, pour arriver au niveau donc des organes et au niveau des muscles, où il va se voir donc prélever de l'oxygène et ainsi que des nutriments donc, qui ont été captés au niveau de l'appareil digestif. Puis ensuite, ce sang donc qui est de nouveau désoxygéné va revenir donc au cœur par les veines pour finir donc sa course au niveau de l'atrium droit qui va marquer donc la fin de la grande circulation.
Donc cette grande circulation, comme vous avez pu le comprendre, a pour rôle, elle, plutôt l'oxygénation donc des tissus. Ensuite, donc pour parler donc du cœur en lui-même, donc qui est au centre de l'appareil donc circulatoire. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur est un muscle. Donc on va l'appeler le muscle cardiaque. Donc qui va être, comme je l'ai dit, divisé en deux moitiés, une moitié droite et une moitié gauche par le septum que vous pouvez voir donc juste ici. Ce septum qui va être donc riche donc en fibres musculaires et très épais. Donc on va avoir une moitié droite, elle-même divisée, donc comme je vous l'ai dit, avec un atrium, auricule ou oreillette droite, ainsi qu'un ventricule droit. Donc cet atrium droit va recevoir, donc si vous vous souvenez bien, du sang désoxygéné qui va lui venir donc de la veine cave supérieure ou de la veine cave crâniale que vous voyez juste ici, de la veine cave inférieure ou veine cave caudale que vous voyez là, mais également donc du sinus coronaire qui va s'aboucher donc à ce niveau-là. Donc le sinus coronaire, lui, va capter le sang veineux qui provient donc de la vascularisation cardiaque, donc du muscle cardiaque en lui-même. Donc il faut savoir qu'au niveau de l'aorte, juste ici, vous allez avoir donc les artères coronaires qui vont quitter l'aorte. Ça va être donc ces deux premières collatérales. Donc on va avoir l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Votre artère coronaire gauche va elle-même se diviser en artère interventriculaire antérieure qui va donc cheminer entre les deux ventricules ici, donc à la surface du cœur, et également donc par l'artère circonflexe qui va venir passer par derrière, donc devant, puis ensuite à l'arrière de l'atrium gauche pour terminer sa course derrière le cœur. Donc on va avoir une artère coronaire droite, interventriculaire antérieure et circonflexe. Ces trois artères vont définir donc trois territoires de vascularisation qui vont leur être propres. C'est pour ça qu'on appelle ça une vascularisation terminale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir donc de suppléance artérielle entre ces trois vaisseaux. Donc si l'un d'eux est obstrué, il va donc forcément entraîner une ischémie ou une nécrose donc, du territoire qui vascularise, puisque les deux autres ne pourront pas assurer donc, la vascularisation et la suppléance. C'est ce qui se passe notamment donc, lorsque l'on fait un infarctus du myocarde. On va avoir donc l'un des vaisseaux qui se bouche, et comme les deux autres ne peuvent plus assurer ne peuvent pas assurer la suppléance et venir donc combler ce manque de vascularisation, la partie qui dépend donc du vaisseau obstrué va venir s'ischémier et se nécroser. Donc ce sinus coronaire va également ramener du sang veineux au niveau donc, de l'atrium droit. De l'atrium droit, ce sang veineux va quitter donc, cette partie supérieure pour finir dans le ventricule droit juste ici, en passant au travers de la valve donc, tricuspide. La valve tricuspide est une valve donc atrio-ventriculaire, c'est-à-dire qu'elle se situe entre l'atrium et le ventricule. Donc pourquoi tricuspide? Parce que tri 3 et cuspide. Cuspide, en fait, ça va être des sortes de petites valvules qui vont donc composer cette grande valve, qui va lui donner donc une forme avec donc trois feuillets, comme on pourrait le voir donc schématiquement comme ça, qui va venir donc, les trois feuillets vont venir s'ouvrir en même temps pour permettre donc au sang de passer de l'atrium au ventricule. Une fois dans le ventricule, donc ce sang désoxygéné va le quitter en empruntant, comme vous le voyez ici, la valve donc pulmonaire et terminer sa course dans le tronc pulmonaire pour ensuite aller dans les artères pulmonaires, dans les capillaires sanguins pulmonaires, recevoir donc de l'O2, puis revenir au cœur donc par les veines pulmonaires que vous pouvez voir juste là, veine pulmonaire supérieure gauche, veine pulmonaire inférieure gauche, veine pulmonaire supérieure droite, veine pulmonaire inférieure droite. Donc elles arrivent au cœur au niveau donc, de l'atrium gauche. Elles contiennent, donc ce sont des veines qui contiennent du sang oxygéné. Ensuite, l'atrium gauche donc, va libérer ce sang oxygéné dans le ventricule gauche que vous voyez donc juste ici, en passant au travers de la valve mitrale, qui est également une valve atrio-ventriculaire. Donc pour se souvenir que la valve mitrale est à gauche, on a un petit moyen mémotechnique, c'est que Mitterrand est un homme politique de gauche, donc la valve mitrale se situe à gauche. Ensuite, du ventricule gauche, ce sang donc, va être expulsé au cours de la systole dans l'aorte, donc aorte thoracique ascendante, qui va ensuite devenir donc la crosse de l'aorte qui passe juste ici au-dessus donc de l'artère pulmonaire donc droite, mais également qui n'est pas représentée sur le schéma donc de la bronche souche gauche. Donc la bronche souche gauche va voir donc la crosse de l'aorte qui va passer donc au-dessus d'elle.
Ensuite, donc cette crosse de l'aorte va donner naissance donc à l'aorte thoracique descendante qui va donc aller jusqu'au niveau du diaphragme à partir duquel elle deviendra donc abdominale. Donc de cette crosse de l'aorte, on va avoir trois vaisseaux qui vont naître. Donc cette crosse de l'aorte, elle se situe au niveau donc un repère vertébral au niveau de TH4, donc de la quatrième vertèbre thoracique. Donc de cette crosse de l'aorte, on va avoir le tronc artériel brachiocéphalique juste ici, donc qui après un petit bout de chemin va donner naissance à l'artère carotide commune droite et à l'artère subclavière droite. Et juste à sa gauche, on va avoir donc la naissance ici de l'artère carotide commune gauche, puis ensuite de l'artère donc subclavière gauche. J'ai également commencé à vous parler un petit peu donc du cycle cardiaque, systole, diastole. On va définir donc par diastole le remplissage des ventricules, donc c'est-à-dire quand le sang passe de l'atrium au ventricule. Une fois donc qu'il va être rempli, on va être au niveau de la fin de la diastole et dès qu'il va y avoir un début de contraction, on va débuter donc la phase de systole. Cette systole qui va correspondre donc à l'expulsion du sang dans l'aorte et à son expulsion également du sang dans le tronc artériel donc pulmonaire. Donc remplissage des ventricules, diastole, expulsion du sang des ventricules par la contraction cardiaque, systole. Vous verrez également au cours du semestre dans le polycopier donc, de Sylvaine Durand-Fontagné, du professeur donc, Durand-Fontagné, que l'aorte va avoir donc ces deux collatérales, donc l'artère coronaire donc, gauche et l'artère coronaire droite, qui se remplissent donc pendant la phase de diastole, alors qu'on aurait tendance à croire qu'elles vont se remplir en même temps donc, que le cœur expulse le sang dans cette aorte, et donc pendant la phase de systole. Mais c'est qu'en fait, pendant la phase de systole, il va y avoir donc tellement de pression dans le ventricule gauche, et ainsi que dans le ventricule droit, que en fait, les vaisseaux, les vaisseaux coronaires, pour se remplir, vont avoir besoin d'une différence de pression donc, qui va venir amener le sang au plus proche du cœur. Donc il faudrait une basse pression dans le ventricule droit et dans le ventricule gauche. Seulement lors de la contraction cardiaque, la pression va être extrêmement grande ici, ce qui fait que ça ne va pas du tout attirer le sang qui se situe dans les vaisseaux coronaires. Et donc les vaisseaux coronaires vont plutôt se remplir en phase de diastole lorsque les ventricules sont en train de se remplir et lorsqu'ils sont vides et lorsqu'ils commencent à se remplir, puisque la différence de pression sera importante, ce qui permettra donc le drainage sanguin de ces artères coronaires. Donc juste voilà pour vous expliquer ce point donc, du polycopier de pré-rentrée. Ensuite, donc au niveau de la paroi donc, cardiaque, on va avoir donc trois tuniques. Donc il faut voir le cœur et il faut également voir chaque organe un petit peu comme un papier cadeau que vous allez donc emballer. Donc vous prenez un carton, vous mettez donc un jouet dedans qui a lui-même un emballage. Donc ce qui va tapisser ce premier emballage, donc ça va être l'endocarde. Donc ce qui tapisse le jouet, ce qui est tout autour donc, de ce jouet, ça va être l'endocarde qui est en contact même du jouet, qui est ici donc le sang. Donc cet endocarde va être au contact du sang, c'est le feuillet donc le plus interne, c'est celui qui va tapisser la face interne de la cavité cardiaque. Cet endocarde est un endothélium, vous verrez ça donc plus en détail en biocellulaire. Cet endothélium va avoir de très nombreuses cellules qui vont avoir un rôle de sécrétion endocrine. Donc ça, c'était dans le polycopier de pré-rentrée, endocrine qui est une sécrétion donc directement dans le sang, à l'inverse donc de ce qui est exocrine, c'est-à-dire une sécrétion en dehors donc vers l'extérieur. Par exemple, donc la salive, c'est une sécrétion exocrine. Donc ces cellules endocrines vont sécréter de très nombreuses hormones et médiateurs chimiques dans le sang qui par exemple auront pour rôle de réguler donc la pression artérielle et j'en passe. Juste en dessous donc de cet endocarde, donc le carton en lui-même, on va avoir donc le myocarde qui est la tunique donc la plus épaisse, qui est composée donc de cardiomyocytes, donc cardio pour cardiaque, myo pour muscle et cyte pour cellule. Donc cardiomyocytes, cellules musculaires donc cardiaques. Ces cellules musculaires cardiaques vont être des cellules musculaires striées, donc si vous vous souvenez de la première séance, mais elles ne sont pas volontaires, elles vont être autonomes. C'est l'une donc des exceptions de notre organisme. Donc ce sont des cellules musculaires striées autonomes qui fonctionnent donc indépendamment de notre volonté. Donc après cette très grosse tunique qui est le myocarde, on va avoir donc le
péricarde, donc la tunique séreuse, qui est peut-être donc celle qui va être la plus abstraite pour vous. Donc en fait, on va avoir trois séreuses dans l'organisme. On va avoir le péricarde, la plèvre et le péritoine. Donc plèvre autour des poumons et péritoine autour de l'appareil digestif. Et ces séreuses, en fait, dérivent de ce que l'on appelle les cavités célomiques, qui sont des cavités que l'on a donc de former à l'intérieur de nous lorsque l'on est donc un tout petit embryon. Lorsque l'on est un tout petit embryon, en fait, on va avoir donc des cavités dans notre corps, enfin dans notre corps d'embryon, dans notre embryon. Et ces cavités, en fait, au fur et à mesure que les organes vont croître, donc pour ça, je vais prendre l'exemple avec la pomme-pote. Donc, au fur et à mesure que donc, au départ, notre cavité elle va être comme ça, donc, dans notre embryon, donc bien pleine, pleine de liquide ou pleine d'air. Et par exemple, si je mets donc au cours donc, de la croissance embryonnaire mon ébauche cardiaque juste ici, mon cœur donc va venir croître peu à peu, se développer, ce qui va venir donc appuyer, puis il va peu à peu donc repousser cette cavité, donc il va déjà affaisser cette cavité sur elle-même puisqu'il n'y aura pas assez de place, donc cette cavité va alors se rétracter, puis il va venir donc pousser cette cavité contre les autres structures donc qu'il peut trouver autour, comme par exemple ce qui va être poumon, mais même paroi embryonnaire. Cette cavité va alors donc s'affaisser sur elle-même et il ne va subsister donc que deux petits feuillets. Donc c'est ce que l'on va avoir ici. Le feuillet donc interne ou épicarde qui va être donc au contact du cœur, puis le feuillet donc externe ou pariétal qui va être à l'extérieur. Donc pourquoi pariétal? Est pariétal quelque chose qui va être en rapport donc avec la paroi et est à destination pariétale quelque chose qui est destiné à aller vers la paroi, comme par exemple on va avoir des vaisseaux pariétaux au niveau du grille costal qui vont être donc au niveau de la paroi de notre corps. Et on va également avoir donc des vaisseaux à destinée pariétale, c'est-à-dire qui vont partir plutôt donc de l'intérieur de notre organisme pour aller ensuite vers l'extérieur. Donc entre ces deux feuillets, on va avoir donc une cavité, la cavité donc péricardique, qui va être une cavité donc virtuelle. Donc virtuelle parce que cette cavité donc n'existe pas réellement. En fait, la pression négative qui règne à l'intérieur de cette cavité péricardique va venir coller les deux feuillets l'un à l'autre, ce qui fait donc qu'entre ces deux feuillets, il va juste y avoir une fine couche, mais vraiment très très fine couche de mucus pour permettre les glissements de ces deux feuillets. Mais à côté de ça, il va y avoir rien d'autre. Pas d'air, pas de gros liquide, rien de choses comme ça. Si d'ailleurs il y a de l'air ou du liquide dans ces cavités, ça devient donc pathologique. C'est ce que l'on a lorsque l'on a donc par exemple une péricardite. On va avoir donc une inflammation du péricarde avec du liquide qu'on va retrouver donc souvent dans cette cavité péricardique. On peut avoir du sang avec un hémopéricarde, du sang avec un de sang avec un hémothorax ou du sang et de l'air avec un hémopneumothorax lorsque ça va être la plèvre qui est touchée, donc ce qui va être au contact du poumon. Donc il faut qu'il n'y ait absolument rien dans ces cavités. Et c'est le fait justement qu'il n'y a rien, que c'est le néant, que ça les définit donc comme cavité virtuelle. Ensuite, je voulais juste vous dire un petit truc que j'ai oublié. Oui, le myocarde, c'est ce qui va être touché lorsque vous faites un infarctus du myocarde. En fait, donc, je vous ai parlé des artères coronaires tout à l'heure. Les artères coronaires vont passer sous l'épicarde, donc cette couche que vous voyez juste ici, en fait, va recevoir les vaisseaux donc coronaires entre l'épicarde donc et le myocarde. Puis donc les vaisseaux vont venir s'enfoncer dans le myocarde pour venir vasculariser donc jusqu'à la face postérieure de l'endocarde et pénétrer ensuite un petit peu donc dans l'endocarde. Et en fait, lorsque l'on va avoir une obstruction donc artérielle, la première chose à être touchée, ça va être nos cardiomyocytes qui ont un fort besoin en oxygène puisqu'ils sont en permanence en train de se contracter et vont donc s'ischémier très rapidement puis se nécroser pour laisser place à l'infarctus du myocarde qui, s'il n'est pas pris en charge rapidement, débouche donc sur un arrêt cardiaque et la mort. Ensuite, on va parler donc de l'innervation cardiaque. Donc l'innervation, en fait, c'est ce qui va, c'est ce qui c'est ce qui définit en fait le trajet d'une information donc nerveuse destinée à un organe, à un muscle, à un os, enfin quelque chose comme ça. On dit donc que le vaisseau, que le muscle, que l'organe ou que l'os est innervé puisqu'il reçoit
une information nerveuse. Donc, on va avoir deux types d'innervation au niveau cardiaque. L'innervation donc intrinsèque, donc est intrinsèque, ce qui est propre à quelque chose. Donc, l'innervation intrinsèque cardiaque, c'est ce qui va être propre au muscle cardiaque, qui se situe directement donc dans le cœur. Et on aura à côté de ça une innervation donc extrinsèque qui fait intervenir des structures qui sont extérieures au cœur, mais on en parlera donc juste après. Donc pour cette innervation intrinsèque, on va avoir donc comme point de départ le nœud sinusal. Donc le nœud sinusal que l'on a donc juste ici se situe donc à la jonction, donc dans la partie supérieure de l'atrium, à la jonction de l'atrium droit et de la veine cave donc supérieure. Il va émettre, donc il va être composé de cardiomyocytes qui vont être doués donc d'un automatisme cardiaque. Cet automatisme cardiaque en fait définit le fait que les cellules vont être capables de se contracter toutes seules, donc de se dépolariser toutes seules pour envoyer un influx nerveux. Donc ce nœud sinusal envoie un influx nerveux à 70 battements par minute qui va emprunter donc trois faisceaux internodaux donc que l'on peut voir juste ici. Donc l'information nerveuse emprunte ces faisceaux, puis arrive juste ici au niveau donc du nœud atrioventriculaire qui se situe entre l'atrium droit et le ventricule droit. Il se situe donc dans le septum cardiaque, donc entre le septum de l'atrium droit et de l'atrium gauche, ventricule gauche. Entre ces septums-là, dans ce septum-là, pardon, il y aura donc le nœud atrioventriculaire. Ce nœud atrioventriculaire va traiter l'information du nœud sinusal, puis va ensuite libérer une information nerveuse dans le faisceau donc, de His. Donc si jamais ce nœud sinusal est défaillant, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus ou alors qu'il se contracte mal, qu'il se dépolarise, qu'il fonctionne mal en général, le nœud atrioventriculaire peut prendre le relais, mais au lieu d'induire un battement à 70 BPM, il entraînera plutôt un battement à 50 BPM. Ensuite, on va avoir donc le faisceau de His qui va donc se diviser en deux branches, droite et gauche. Branche gauche qui elle-même se divisera donc en deux autres branches. Donc ces branches droite et gauche vont elles-mêmes ensuite se ramifier pour former un réseau que l'on appelle le réseau sous-endocardique de Purkinje, et non pas donc Purkinje, on prononce donc Purkinje. Ce faisceau de His, donc qu'on voit ici, en cas de défaillance, donc pareil, du nœud sinusal et du nœud auriculo ou atrioventriculaire, juste ici, est lui-même capable donc d'amener une dépolarisation qui sera donc plutôt à 30 battements par minute, donc c'est vraiment pour maintenir en vie la personne. Ensuite, donc, ce réseau sous-endocardique de Purkinje va amener l'information nerveuse jusque dans le myocarde pour la contraction donc, lors de la systole, mais également au niveau donc, de petites structures que vous pouvez voir ici qu'on en appelle les muscles papillaires. Ces muscles papillaires en fait vont être des sortes de des sortes de stalactites, comme vous pouvez le voir dans une grotte, les stalactites qui pendent. Bah là, ça va être donc des stalactites qui vont rentrer dans la cavité cardiaque, mais stalactites qui vont être composés de muscles, et ces muscles vont être reliés à du cordage fibreux que l'on a donc juste ici, et ce cordage fibreux va être relié donc aux valves, et va en fait commander l'ouverture et la fermeture des valves tricuspides mitrales, pulmonaires et aortiques. Non, je dis des bêtises. Les valves, justement, les valves aortiques et les valves pulmonaires, donc qui sont par exemple celle-là, la valve aortique, n'ont pas d'appareil sous-valvulaire, donc avec des cordages et des muscles, c'est uniquement les valves atrio-ventriculaires, donc la valve tricuspide ici et la valve mitrale. Et en fait, lorsque ces muscles papillaires vont se contracter, ils vont tirer sur le cordage, ce qui va venir donc ouvrir les valves, et lorsqu'ils vont donc cesser d'être contractés, ils vont se relâcher et les valves donc vont d'elles-mêmes revenir donc à leur position initiale et hermétique. Donc ça, c'est ce qui concerne l'innervation donc intrinsèque du cœur. Mais à côté de ça, donc ça c'est en fait ce qui va être autonome, c'est-à-dire que notre cœur, peu importe ce qui se passe autour, on va avoir ce système-là qui va donc assurer la contraction cardiaque. Mais à côté, on va également avoir une innervation extrinsèque qui provient donc du nerf vague et des ganglions donc cervicaux. Donc le nerf vague, on en reparlera donc en fin de semaine dans la vidéo donc sur le système nerveux donc, du professeur Valex. Donc le nerf vague est un nerf crânien, donc c'est-à-dire qu'il va avoir une émergence
au niveau du tronc cérébral, va quitter ensuite donc notre boîte crânienne pour descendre dans le cou puis dans le thorax et s'approcher donc de l'innervation cardiaque à laquelle il va être raccordé. Pareil donc pour ce qui est des ganglions cervicaux, donc ce ne sont pas des nerfs crâniens, mais ils vont être situés donc le long de la colonne vertébrale. Ce sont des ganglions donc nerveux et qui vont être eux-mêmes reliés donc à l'innervation cardiaque. Donc ces nerfs vagues et ces ganglions cervicaux font partie des systèmes para et orthosympathiques que l'on traitera et que je vous expliquerai plus en détail en fin de semaine. Donc pour le moment, retenez simplement donc nerfs vagues et ganglions cervicaux. Et en fait, ces nerfs vagues et ces ganglions cervicaux, ils vont venir compléter l'automatisme cardiaque de base avec, en le modifiant un petit peu, par exemple, à l'effort, on va avoir donc besoin de plus de sang pour aller donc, vers nos muscles et vers nos organes. Donc le cœur, lui, n'est pas de lui-même capable de dire tiens, il va falloir battre un petit peu plus fort. Ça va être donc plutôt le cerveau qui va analyser ça, donc le tronc cérébral, qui va ensuite dire par exemple au nerf vague, bon bah là, le gars est en train de courir, il faudrait peut-être que voilà, tu essayes de pulser un petit peu plus pour débiter donc plus de sang. Et en fait, donc le système ortho et parasympathique, c'est deux systèmes qui vont être antagonistes. On va en avoir un, donc par exemple celui, si je me souviens bien, qui gère le nerf vague, c'est le parasympathique, donc qui va plutôt dire bon bah là relax, t'es au repos, le cœur tu peux ralentir. Alors qu'à côté de ça, les ganglions cervicaux qui appartiennent plutôt à l'orthosympathique vont plutôt dire là, il va falloir que tu te bouges, tu es en train de courir, donc il faut que tu te la donnes. Et ces deux systèmes qui vont être en équilibre et qui vont être antagonistes donc l'un avec l'autre. Et donc l'ensemble de cette innervation cardiaque va pouvoir être donc enregistré par un électrocardiogramme. Électrocardiogramme que vous avez sûrement déjà fait et que vous réaliserez sûrement donc au cours de votre vie pour des examens médicaux. Cet électrocardiogramme va consister donc à placer 6 électrodes donc, sur le thorax, donc, qui s'appelle V1 ici, V2, V3, V4, V5 et V6 qui se situe juste en dessous, ce qu'on pourrait apparenter au biceps là, vraiment donc sur la ligne médio-axillaire. Et donc ces électrodes vont enregistrer l'activité cardiaque et à partir de cet enregistrement, on pourra par exemple par la suite percevoir un infarctus du myocarde, une fibrillation auriculaire, on peut voir la tachycardie, la bradycardie, on peut voir des blocs de branches, enfin plein de choses assez complexes qui rendent cet examen essentiel dans la pratique médicale, donc, et également très difficile à appréhender. Ensuite, on va avoir, comme je vous l'ai expliqué, donc deux vaisseaux, les artères, donc, enfin deux types de vaisseaux, les artères donc, et les veines. Tout d'abord, pour commencer donc, avec la structure de ces vaisseaux, chaque vaisseau, donc que ce soit artère ou veine, va être composé de trois tuniques. L'intima au centre, qui est un endothélium, comme l'endocarde et qui est d'ailleurs en continuité avec cet endocarde, qui va être au contact même du sang, précédé juste en dessous donc, de la média. Média qui va être une couche donc, musculo-élastique, composée de fibres musculaires et de fibres élastiques. Puis ensuite, on va avoir donc au pourtour l'adventice qui va former donc la tunique externe, la paroi donc de l'artère. Donc les artères, donc il faut savoir qu'elles ont donc des ramifications divergentes, c'est-à-dire donc qu'une artère va se diviser. Par exemple, l'aorte que vous voyez ici va venir se diviser en artère iliaque commune droite, artère iliaque commune gauche. Donc elles vont se diviser au fur et à mesure. Elles transportent le sang qui quitte le cœur, donc que ce soit l'aorte ou le tronc artériel pulmonaire juste ici. Elles vont avoir une média donc beaucoup plus épaisse que les veines et qui va également varier donc au niveau de sa composition. Alors je ne sais plus si c'est dans le poli donc, du professeur Durand-Fontenier, mais les artères qui vont être proches du cœur vont avoir une composante plutôt élastique, alors que celles qui sont vraiment à distance auront une composante plutôt musculaire. Pourquoi? Parce que quand le cœur va se contracter, il va envoyer un gros volume de sang donc simultané dans l'aorte.
ce qui fait que par exemple l'aorte va recevoir un gros débit sanguin et un gros volume. Et ce gros volume, en fait, pour que l'aorte puisse le recevoir, il va falloir qu'elle se distende un petit peu. Et cette distension va être permise donc par des fibres élastiques. Donc c'est pour ça que les vaisseaux proches du cœur sont riches en fibres élastiques. C'est pour que quand le cœur envoie donc le débit cardiaque, ces vaisseaux donc, puissent se distendre un petit peu pour accueillir donc ce débit cardiaque. Et à côté de ça, par contre, à distance, par exemple au niveau de la main, on va avoir une composante donc plutôt musculaire puisque notre débit et nos pressions vont avoir tendance donc à diminuer un petit peu, ce qui fait donc que pour redonner un petit coup de jus à ce débit, eh ben, il va falloir que les vaisseaux se contractent, donc que l'artère se contracte pour simultanément donc avec le cœur relancer un petit peu donc la circulation sanguine. Donc les artères se contractent, à l'inverse donc des veines, les veines donc elles ne se contractent pas. Et c'est pour ça donc qu'elles vont avoir les artères une média beaucoup plus épaisse et qu'elles ont ce besoin de se contracter, donc d'être riches en fibres musculaires. Ensuite, les artères n'auront pas de valvules, on verra l'utilité des valvules pour les veines juste après. Et elles vont avoir donc une forme circulaire lorsqu'elles sont vides, c'est-à-dire que si je prélève l'aorte, que je la pose sur la table, elle va rester donc totalement cylindrique. À côté de ça, on va avoir donc les veines qui vont avoir donc la même structure composée d'une intima, d'une média et d'une adventice, mais celles-ci par contre vont avoir des ramifications convergentes. Par exemple, ici vous allez avoir donc la veine iliaque commune gauche et la veine iliaque commune droite qui vont converger pour donner naissance à la veine cave donc inférieure. La seule exception à cette définition de ramification convergente, ça va être donc la veine porte. La veine porte, vous le verrez donc un peu plus loin en dige donc avec Hélène. La veine porte, ça va être un vaisseau qui va drainer l'ensemble donc de notre appareil digestif, donc de l'estomac jusque donc à la partie supérieure du rectum, mais également donc la rate. Et cette veine porte en fait va converger, donc vous pouvez le voir juste ici. Donc on va avoir le transpléno-mésaraïque et la veine donc mésentérique, alors si je ne dis pas de bêtises, inférieure, qui vont donc converger pour donner naissance donc à la veine porte. Et cette veine porte va ensuite, au niveau donc du foie, se diviser, et c'est là que l'on a donc une division veineuse, donc la division portale. Elle va venir donc se diviser en une branche porte donc droite et une branche porte gauche. Et cette division donc forme l'exception de la veine porte. Et la veine porte est elle-même exceptionnelle puisque ça va être la seule veine qui commence. En fait, les autres veines vont commencer donc par des capillaires, par exemple, au niveau des muscles ou des organes, et se terminer au niveau du cœur. Là, la veine porte, elle va commencer par des capillaires au niveau des organes, devenir veine, et se terminer de nouveau donc par des capillaires au niveau du foie. C'est c'est la seule veine donc qui ne passe pas par le cœur, qui commence et se termine sans passer donc par le cœur. C'est pour ça donc qu'elle est un petit peu à part, et c'est la seule veine également qui est capable donc de se diviser en deux branches, donc droite et gauche. Ensuite, donc, les veines transportent le sang qui arrive au cœur, donc avec la veine cave inférieure, la veine cave supérieure et le sinus coronaire. Ensuite, elles vont avoir donc une média beaucoup plus mince, donc comme vous pouvez le voir ici, la média donc, va être beaucoup plus mince et beaucoup plus donc, élastique. Elle ne va pas avoir besoin donc, de se contracter puisque le retour veineux sera assuré donc, par les valvules qu'on a donc, juste ici. Donc pareil, les veines vont être pourvues de valvules et en fait ces valvules vont avoir pour rôle, pareil, d'effectuer donc un clapet, c'est-à-dire que le sang va passer dans un sens, par exemple au niveau fémoral ici le sang remonte et en fait il va, au lieu de s'arrêter, la valvule va se refermer, puis à la prochaine circulation, le sang donc, va remonter un petit peu plus haut et ainsi de suite. Et en fait, ce qui permet cette circulation et ce qui rend la circulation intermittente, veineuse intermittente, c'est qu'il va y avoir de nombreux paramètres qui entrent dans le retour veineux. Alors pour vous donner déjà un petit ordre d'idée, on va avoir le fait d'inspirer et d'expirer. Lorsque l'on inspire, donc, on va augmenter la pression dans nos alvéoles et donc on va, entre guillemets, un petit peu bloquer ce drainage au niveau donc, des membres inférieurs, alors que quand on expire, on va abaisser
la pression qui se situe donc dans notre thorax. Et cette basse pression, donc vous le verrez en biophysique, les basses pressions attirent les hautes pressions. Cette basse pression va faire en sorte que la pression au niveau pareil de l'oreillette droite va venir donc s'abaisser un petit peu, ce qui va entraîner le drainage donc des vaisseaux donc veineux, ce qui fait donc que on va avoir ce drainage par intermittence, donc quand j'inspire et enfin réglé par le cycle donc d'inspiration et d'expiration. À côté de ça, on va également avoir le fait qu'on aura une pompe musculaire, par exemple les veines ici tibio donc patellaires qui se situent donc dans notre mollet. Quand notre triceps sural et toutes les structures autour vont se contracter, ils vont venir appuyer contre ces veines et entraîner donc la remontée du sang dans ces vaisseaux. On va également avoir le fait que le réseau artériel va avoir une haute pression, pression qui va diminuer fortement au niveau des capillaires, qui est toujours, comparée à la pression de l'oreillette droite, qui est très 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 basse, qui est toujours un petit peu plus élevée à la sortie des capillaires, ce qui fait que cette basse pression au niveau de l'oreillette droite va attirer donc ce sang donc, qui va avoir une pression un petit peu plus élevée dans la circulation donc veineuse, donc pression qui va être décroissante au fur et à mesure pour finir très bas au niveau donc de l'oreillette droite. Ensuite, on va donc pour le retour veineux, on va également avoir donc ce rôle de valvule. Donc pareil, quand la pompe musculaire va se mettre en marche, quand je contracte donc mon mollet ou alors quand j'inspire expire, le sang donc va remonter et pour pas qu'il retombe, on va avoir donc ces valvules qui vont former un système donc anti-reflux entre guillemets, donc pour pas que ça redescende. Donc elles vont avoir un rôle de clapet. Ensuite, les veines ont une forme aplatie lorsqu'elles sont vides, c'est-à-dire que si je sectionne une veine et que je la pose par exemple sur la table, celle-ci va complètement s'affaisser. Et ensuite, les veines vont avoir un diamètre donc nettement supérieur à celui donc des artères. Donc, si je prends par exemple, encore une fois, ma veine iliaque commune droite, hop, je la prends, je prends mon artère iliaque commune droite, donc deux vaisseaux qui ont la même nomenclature, si je les mets à côté, la veine sera beaucoup plus grosse que l'artère. Et il faut savoir également donc, que le réseau veineux est un réservoir sanguin de notre organisme, vu qu'il est beaucoup plus élastique et a une plus grande capacité que notre réseau artériel. Beaucoup de sang donc, sera stocké dans ces vaisseaux donc, veineux. Et ensuite, donc, pour voir si vous avez bien suivi, je vous laisse avec ce petit QCM et on se retrouve aussitôt pour la correction. Alors, les bonnes réponses étaient donc D, E. Donc, pour la A, pardon, donc c'était bien faux. Donc, la circulation de la cuisse n'appartient pas à la petite circulation. Donc, la petite circulation, c'est celle que je vous expliquais donc auparavant qui passe par les poumons. Donc, elle ne passe pas au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse, par contre, on retrouvera plutôt la grande circulation. Ensuite, donc pour la B, c'était pas donc la grande circulation, mais la petite circulation qui assure l'oxygénation du sang au niveau des poumons. Et ce phénomène est également appelé donc l'hématose. La grande circulation, elle assurera donc l'oxygénation des tissus de l'organisme. Ensuite, donc le sang oxygéné est ramené au cœur donc par le biais
des veines pulmonaires et non pas des artères pulmonaires, malgré qu'il soit oxygéné, comme c'est du sang qui revient au cœur, pardon, c'est du sang donc qui est oxygéné. Ensuite, donc, le sang oxygéné arrive dans le cœur au niveau donc, de l'atrium gauche, donc ça c'est bien vrai au niveau donc, de 4, juste ici, le sang oxygéné est ramené par les veines pulmonaires. Et ensuite, donc, l'hématose désigne le phénomène d'oxygénation du sang au niveau des poumons, ça aussi c'était bien vrai. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous laisse avec donc, le deuxième QCM et on se retrouve aussitôt pour la correction. Alors, les bonnes réponses étaient donc A, B, D, E. Donc la A est vrai, le cœur est bien formé donc de 3 tuniques, l'endocarde, le myocarde et le péricarde. Ensuite, la valve tricuspide se situe entre l'atrium droit et le ventricule droit, donc c'est vrai. Donc tricuspide à droite, mitral, mitterrand de gauche à gauche. Ensuite, donc le sang désoxygéné circule dans la moitié droite du cœur. Donc dans la moitié droite, c'est le sang qui provient donc du réseau veineux de la grande circulation donc qui circule. Ensuite, donc le myocarde désigne la tunique moyenne du cœur. Donc effectivement, c'est cette tunique très épaisse formée donc de cardiomyocytes juste ici. Et ensuite, les artères désignent tous les vaisseaux donc quittant le cœur, peu importe l'état d'oxygénation du sang. Ça aussi, donc c'était vrai. Et s'il y a vraiment quelque chose à retenir de cette séance, c'est bien ça. Donc ensuite, je vous laisse donc dans une autre vidéo avec Hélène qui vous introduira donc l'appareil respiratoire et également l'appareil digestif. Et je vous dis donc bon courage encore donc pour cette semaine de pré-rentrée et on se retrouve en fin de semaine donc pour le système nerveux avec donc le professeur Denis Valex. À plus tard.